Imaginez être postier au début des années 60. Les conditions de travail étaient inexistantes. Il n'y avait pas de convention collective et les conditions salariales étaient déterminées par le Conseil du Trésor. C'était les conditions qui existaient en 1965. Aucune loi ne leur permettait de faire la grève, aucune autre ne leur interdisait. Qu'est-ce qu'on avait à perdre? On parlait d'aller en prison, mais bon, ils peuvent pas nous mettre tous en prison, qu'on se disait. We wouldn't consider it a wildcat. We considered we're perfectly within our rights. En 1965, les travailleurs et travailleuses des postes ne bénéficiaient pas des droits de négociation collective. Pourtant, au beau milieu de l'été, les facteurs et les postiers de Vancouver, Hamilton, Toronto et de 80 autres centres ont suivi l'exemple de Montréal et ont débrayé. All the eyes of the workers were on Montreal this morning, and I think very deeply that the Toronto boys, the Hamilton boys, the Quebec boys, and all those boys, in good spirit, would follow Montreal. 14 000 travailleurs des postes ont défié le gouvernement. I'm not speaking in terms of time limits or ultimate or anything like that. I express the hope that they will go back to work. On veut l'augmentation pour de bonnes raisons. Si on va à Ottawa, on va tirer les rats. Le bon gouvernement, c'est plein d'arrangements. Il donne 300 $, et nous ne sommes pas d'accord. Si tous les principaux, là-haut dans les bureaux, croient qu'ils nous achèvent, nous on s'en va en grève. Voilà les résultats des frappeurs du Canada. Il ne faut pas oublier, on n'est pas pouille mouillée. À l'été de 1965, les travailleurs des postes ont démontré qu'ils avaient le pouvoir de faire la grève. Ils ont défié le gouvernement, les postes et leur syndicat national trop conservateur. Le président de la section locale aurait dit qu'ils mériteraient tous d'être jetés en prison. Et on s'est rendu compte, même si à l'époque, on n'était pas organisé comme syndicat, que les facteurs et postiers ont quand même eu une solidarité exemplaire. Ils écrivaient une page de l'histoire. Et ils le savaient. C'était une période palpitante, une dizaine de jours environ. 10 jours qui, je pense, ont ébranlé le gouvernement. On disait du système postal qu'il était le meilleur au monde. On postait une lettre et elle était livrée le lendemain. Tout le courrier était trié à la main. Les commis devaient mémoriser jusqu'à 4000 destinations. Le sentiment du travail que nous avions, ou cette fierté que nous pouvions avoir à l'époque, c'était surtout du fait que nous avions ce sentiment-là de contrôler l'envoi du courrier, parce que du fait que nous devions connaître environ, à travers tout le pays, environ 4000 noms de villes. On était vraiment contents de passer à travers les sacs de courrier.
peu importe combien il y en avait. L'important, c'était de le trier et de l'acheminer. Il ne fallait pas que ça traîne. Prenez le train de Montréal, par exemple. Il arrivait à 4 h, 4 h 30. Et à 5 h, 5 h 30, nous avions fini. Peu importe le nombre de sacs. Et le service était fantastique. Il était vraiment efficace. Sentiment du travail bien fait et fierté nationale. Un réseau de communication nationale bâti par des hommes et des femmes qui avaient du cœur au ventre. Ils étaient parmi les premiers travailleurs du secteur public à se syndiquer. Les facteurs en 1891, les postiers en 1911. L'Association fédérée des facteurs et l'Association canadienne des employés des postes. Certains n'hésitaient pas à parler de clubs sociaux, d'autres les comparaient à des syndicats de boutique. Dépourvus de tout pouvoir de négociation collective, les deux associations ne pouvaient même pas déposer un grief. Qu'est-ce qu'un grief? La marche à suivre était la suivante. Il fallait s'adresser au maître de poste, à un cadre ou à qui que ce soit et espérer qu'il comprenne un peu la situation. Mais déposer un grief, voyons donc, personne ne savait ce qu'était un grief. En ce temps-là, pas question de revendiquer, on demandait. Et avec beaucoup d'humilité à part ça. Ils allaient aux réunions et les représentants syndicaux disaient « On aimerait améliorer ceci, on aimerait améliorer cela ». Mais la direction répondait « On ne peut pas parce que ça va coûter ceci, parce que ça va coûter ça. » Oh, on ne pensait pas que ça coûterait aussi cher. Et ils repartaient. Les volumes de courrier et les points de remise ont plus que doublé en 10 ans. Les niveaux d'emploi sont restés les mêmes. Compétence et fierté, du cœur au ventre. Toujours de plus en plus de courriers. En général, la plupart du monde était fier de leur travail. Ils voulaient travailler pour les postes, ils voulaient être fiers de leur travail. Mais les conditions étaient tellement ridicules. On s'était rendu qu'on livrait des chèques de bien-être social plus élevés que notre salaire net. C'est là qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Entre 1957 et 1965, les travailleurs et travailleuses des postes ont eu droit à 2 faibles augmentations de salaire. 2 fois, les salaires ont été gelés. 2 fois, les promesses d'augmentation n'ont pas été tenues. Pourtant, le courrier de 2e classe, utilisé abondamment par les entreprises, continuait d'être largement subventionné. Nos salaires subventionnaient le courrier. Ils n'ont pas eu de besoin d'augmenter les tarifs postaux pendant des années. Mais pourquoi? Parce que nous étions tellement mal payés, nos salaires subventionnaient le service postal de tout le pays. Ma femme et moi devrons donner nos 4 enfants à l'assistance sociale si mon salaire n'augmente pas, a confié à la presse Clifford Amiro, un facteur de Toronto. Avec un salaire annuel de 4 380 $, je ne peux pas faire vivre ma famille convenablement. On le savait qu'on se faisait avoir. On le savait que nos conditions de travail étaient nulles, plus que nulles. On savait tout ça. Les dirigeants des associations des facteurs et des postiers misaient sur leur pouvoir de dissuasion lorsqu'ils traitaient avec l'employeur. Souvent, à cette époque, devenir président d'une association était un moyen de gravir les échelons au poste. Si vous aviez été président de la section locale, automatiquement, vous pouviez aspirer à un poste de surveillant. Il n'avait donc pas intérêt à faire trop de vagues. Je viens d'un syndicat industriel et je connais les conditions de travail. Une fois, je suis allé à une réunion et je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Ils parlaient de leur cravate, les facteurs, la couleur de leur cravate. Ils parlaient de changer la couleur de leur cravate. Le véritable enjeu, c'était l'argent, mais ils semblaient ne pas vouloir aborder la question de front. Le climat était tendu, et quand l'un de nous faisait allusion à descendre dans la rue, c'était « Oh non, tout un affront ». Il vous prenait à part après la réunion et disait « On ne pouvait pas faire ça, on va tous être congédiés ».
Au début des années 1960 est apparue la main-d'œuvre à temps partiel non syndiquée au casier de tri primaire. La plupart étaient des femmes. Les associations ne voulaient pas de femmes au poste. Ils ne voulaient pas voir de femmes au poste parce qu'ils croyaient que c'était un travail d'hommes. Plus le nombre de femmes augmentait, plus ils étaient contre nous. Le travail postal est un travail d'homme, a lancé Joe Davidson, membre du comité exécutif de la section locale de Toronto. Et nous comptons bien qu'il en reste ainsi. Les surveillants, eux, se permettaient même de ridiculiser ou de harceler les femmes impunément. Il avait de la rancœur. Pour lui, la place d'une femme, c'était dans la cuisine à côté du four. C'est comme ça qu'il était. Les commis des postes avaient des préoccupations légitimes. Le travail à temps partiel était beaucoup moins bien payé que le travail à temps plein. Mais eux autres, c'était pour sauver de l'argent. Comme les Anglais, ils ont le vrai mot, c'était du cheap labor. Ça, c'était la vraie affaire. Ils sauvaient de l'argent. C'était de la main-d'œuvre à bon marché parce que leur salaire était de beaucoup inférieur à celui des employés réguliers. Mais ils embauchaient de plus en plus d'employés à temps partiel plutôt que du personnel à temps plein. La menace était réelle. Rejetées par les associations, les travailleuses à temps partiel étaient à la merci des abus des surveillants. Les surveillants harcelaient les filles. Elles allaient se réfugier dans la salle de toilette et ne revenaient plus. Elles pleuraient. Elles retournaient à la maison et y restaient. Personne ne se souciait de demander des comptes aux surveillants. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? Les surveillants, évidemment, faisaient des attouchements. Ils se promenaient derrière les rangées et les femmes qui se laissaient le plus amadouer ou caresser ou autre étaient mieux vues. Après ça, ils se faisaient des petites amitiés. Hein? Il y a des femmes qui sont jolies, puis il y a des veuves qui sont assez larges d'idées. Alors, il y avait la plupart des surveillants avaient de petites amies, c'est ça. C'est de là qu'on a des grosses injustices. Si ils consentaient à se laisser, peut-être entre guillemets, là, à toucher et caresser un peu plus, les surveillants donnaient des jetons additionnels comme pour démontrer qu'ils avaient trié 2, 3 ou 4 cabarets de plus que de qu'est-ce qu'ils exigeaient. On n'avait aucune protection, donc on endurait. Un tas de filles se résignaient parce qu'elles avaient peur d'être congédiées si elles se plaignaient. Elles souffraient en silence. Si un surveillant n'avait pas aimé se faire remettre à sa place la veille, la fille n'était plus là le lendemain soir. C'était fréquent. Si elle osait se plaindre, elle pouvait dire adieu à leur travail. Et personne n'avait de compte à rendre à personne si on vous congédiait. Et on vous congédiait pour un oui ou pour un non. Du cœur au ventre. Du cœur à l'ouvrage. Mais il y avait des limites. Des limites au nombre de lettres qu'un commis pouvait trier, des limites à la charge qu'un facteur pouvait transporter et des limites à ce que les travailleurs et travailleuses pouvaient endurer. Conditions de travail exécrables, salaires minables et représentation syndicale inefficace. Il s'appelait lui-même Willie la Grande Gueule et grâce à son humour décapant et à ses talents d'orateur, Willie est devenu un champion des droits des travailleurs et travailleuses des postes. On nous dit que c'est un service public et qu'on ne peut pas déranger l'ordre des choses. Mais il faut organiser le service public comme si c'était une entreprise. Le service postal, c'est une entreprise. Nous exigeons le droit à la pleine négociation collective et le droit de grève. Des voix plus jeunes et militantes commencent à dénoncer l'inertie des dirigeants syndicaux.
Ils ne pouvaient pas représenter efficacement les travailleurs parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir. De quoi pouvaient-ils se servir comme levier? Pour un travailleur, c'était la menace d'un arrêt de travail, bien entendu. Le syndicalisme, vous savez, ça n'a jamais été leur fort. C'était plus ou moins, si on veut être poli, un club de vieux garçons. À Vancouver, Hull s'est découvert un allié insoupçonné en Bill Kay. À part de reconnaître la nécessité des syndicats, je m'y intéressais pas tellement, raconte Bill Kay, au sujet de ses premières années au poste. Il avait l'air d'une personne éloquente et réfléchie, un homme tranquille qui parlait peu à moins d'avoir quelque chose à dire. Il défendait alors son point de vue avec conviction. D'autres viennent se joindre à Kay et à Hull, dont Roger Descaries, président des facteurs de Montréal. Ray Andrus, un facteur à la tête dure de Vancouver, ainsi qu'un nombre sans cesse croissant de membres de la base. À St. Catharines, il y avait eu une grosse grève à l'AGM et on a vu ce que les travailleurs ont pu obtenir en sortant. On disait qu'on pourrait peut-être essayer, nous autres aussi. Qu'est-ce qu'on avait à perdre? Rien? Absolument rien. La situation ne pouvait être pire qu'elle était. Les femmes à temps partiel se faisaient également entendre. À Vancouver, elles soutenaient qu'elles auraient dû pouvoir adhérer à l'association. « Si vous nous aviez laissé joindre les rangs du syndicat lorsqu'on l'a demandé, » écrit une travailleuse à temps partiel à la section locale de Vancouver. « Nous aurions lutté ensemble quand ils ont réduit de façon drastique les salaires du personnel à temps partiel. Plus les salaires sont bas, plus il est intéressant pour eux d'embaucher du personnel à temps partiel. » J'ai vu un attroupement de femmes autour des casiers. Et il y avait une femme en particulier qui était debout sur un banc ou sur un ledge. Et il y avait un surintendant puis 2 surveillants qui étaient parmi le groupe. Et la femme criait à tue-tête, « Vous êtes une bande de macros, vous passez votre temps à nous caresser les seins puis à nous pogner les fesses pour des jetons, et il faut que ça arrête. » On disait que le service postal utilisait le même système de tri que celui élaboré par Benjamin Franklin il y a 200 ans. Les surveillants serraient la vis davantage pour essayer d'obtenir plus avec le même nombre de travailleurs et travailleuses. Il n'était pas rare que les facteurs travaillent 12 heures par jour et ils n'avaient même pas droit aux heures supplémentaires. Une nouvelle forme de mesurage individuel du travail a fait son apparition. Les commis devaient maintenant trier un minimum de 25 lettres à la minute, faute de quoi ils étaient réprimandés. Des travailleurs plus âgés s'évanouissaient. À Montréal, on a rapporté 2 crises cardiaques au travail. On s'est réunis, on a formé un comité, puis on s'est rendu au Bureau national. Ils se fichaient éperdument du mesurage du travail. Que des personnes en meurent, cela leur importait peu. « Venez pas nous déranger » était plus ou moins leur message. On s'est rendu à Ottawa et on a insisté pour rencontrer la direction des postes. Il m'a envoyé à Ottawa. Un mercredi, il descend à Ottawa, demander le ministre. On t'a rencontré aux États-Unis, puis on lui a expliqué ça, avec les noms des gens qui avaient fait des infarctus, etc., plus un tas d'autres choses, le mesurage, chaque lettre que tu triais, il comptait pas. Le ministre fait venir le sous-ministre. Je ne me rappelle pas de son nom, mais il lui dit « Combien ça prendra de temps pour arrêter ça? Coast to coast, d'une côte à l'autre. » On leur a dit, on leur a pas demandé qu'on ne voulait plus de ce système, qu'on retournerait pour dire aux membres que le système, c'était fini. Alors, le sous-ministre dit « Oh, ça prendrait bien 48 heures. » Il dit « Faites-le en 24 heures. » On a fait un compte-rendu aux membres et... Wow, quelle victoire. J'en reviens toujours pas de la réaction de joie des membres. C'est à partir de ce moment, si on peut dire, que s'est enclenché le mouvement qui a conduit à la grève de 1965. On avait l'impression qu'on avait le pouvoir de faire changer les choses.
Au début des années 1960, il n'y avait aucune autre solution à nos problèmes que de devenir de plus en plus militants. C'est ainsi qu'on s'est mis à préconiser le recours à la grève. Juin 1965. Les postiers et les facteurs forment un front commun sous l'égide de la Fraternité des employés des postes. Ils exigent une augmentation salariale annuelle de 660 $. Le gouvernement annonce une hausse variant entre 300 et 360 $. Willie Hull dénonce le processus de négociation en le qualifiant de comédie. On ne peut pas parler de négociation, dit-il, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas eu de vraie négociation. Les dirigeants de la fraternité, Les Hood, président des postiers, et Jack Cooper, président des facteurs, conseillent la prudence, la modération et la poursuite des consultations. Pour eux, c'était trop. La grève semble être un obstacle immense. Vous ne pouvez pas paralyser le gouvernement. Ils vont nous envoyer l'armée, ils vont nous mettre en prison. C'est justement, on aimerait mieux aller en prison plutôt que de continuer à travailler dans ces conditions. Tous les efforts déployés par cette section locale pour obtenir une augmentation convenable sont contrecarrés par l'organisation nationale. Est-ce trop demandé que d'avoir l'appui du comité exécutif national ou devrons-nous nous battre à la fois contre l'employeur et contre l'association nationale? Bill Kay. Soyons réalistes, écrit Les Hood, président national des postiers à Bill Kay. Un vote de grève à ce moment-ci ne remporterait pas l'appui de la majorité. Les dirigeants des facteurs soutenaient qu'une grève serait contraire aux décisions prises en Congrès national. Les syndicats industriels ont raison, conclut Roger Descaries exaspéré. Nous sommes tout juste un autre syndicat de boutique. Nous avons été trompés par cette bande d'incompétents pendant assez longtemps maintenant. Tu le sens. Puis Louis Laberge m'avait dit, « Voilà, les gars sont prêts, ça sert à rien, t'auras jamais nos chances de même. » Hey. Dans un geste de défi à l'endroit des dirigeants nationaux, Willie Hull et Roger Descaries de Montréal préparent un plan de grève avec leurs confrères de Vancouver, Bill Kay et Ray Andrus. « Nous ne parlons pas la même langue, disait Willie Hull, mais nous avons les mêmes idées et les mêmes objectifs, et c'est ce qui compte. » Bill Kay, le président de Vancouver et moi, sont des grands amis. Alors, tous les 2-3 jours, durant la préparation, il m'appelait. Puis, à un moment donné, quelques jours avant, il dit, « Willie, il y a juste une chose à faire. Appelle-moi pour me dire la date et l'heure. Un point, c'est tout. » Séparés par un continent, mais liés par la solidarité, Montréal et Vancouver prévoient débrayer exactement en même temps. À 5 heures à Montréal, à 2 heures à Vancouver. Le 22 juillet, au matin. Pour la fraternité des employés des postes, aller en grève serait commettre un geste irresponsable. My own impression on this is that I think the Brotherhoods would be damn fools not to give us support on this. Restait à savoir si les travailleurs et travailleuses étaient prêts à emboîter le pas. Je me rappelle quand je suis arrivé au travail, on se demandait les uns les autres si on était prêt à sortir, si on était pour sortir à 2 heures. Et tout le monde répondait oui, oui. La majorité des employés étaient déjà au courant qu'est-ce qui s'était passé pendant la grève de 1924, qui, on sait que la grève a été cassée. Il y avait encore des surveillants et le maître de poste et des surintendants qui étaient des scabs de 1924, qui étaient encore au travail au poste. Alors, juste leur présence nous faisait rappeler que eux, évidemment, là, ils avaient agi en scab. Tout le monde savait que ça pouvait être la fin de nos emplois. Ce n'est qu'une fois dehors qu'on le saurait. Peut-être qu'ils iraient jusqu'au bout. Peut-être qu'ils nous congédieraient tous. Peut-être aussi qu'ils nous enverraient en prison. C'est incroyable, là. Mais entre l'inconnu puis connaître ce qu'on avait, on préférait l'inconnu. C'est pour ça qu'on a quitté. C'est ça le vrai motif. C'est maintenant ou jamais, déclare Willie Hull. C'est un moment historique pour la fonction publique fédérale.
Le 22 juillet, j'étais à la maison avec les enfants. Cette nuit-là, il débrayait à 2 heures. On est resté debout. On écoutait la radio. Till such time as otherwise notified, the postal workers are on strike. Je suis monté au 4e et j'ai crié « Tout le monde dehors, on fait la grève ». J'ai dit « OK les gars, à nous de jouer maintenant ». Tout le monde sautait de joie, ça criait. Quand on est arrivé à l'entrée du bureau de poste, les gens qui s'étaient regroupés à l'extérieur nous ont applaudi à tout rompre. On pouvait entendre à la radio les cris de joie lorsqu'ils sont arrivés à la porte. Des lignes de piquetage étaient dressées à Montréal, Vancouver, Hamilton et dans 30 autres centres. Keep smiling, c'est le message qu'a télégraphié un Willie Hull, fier et stupéfait à son ami Bill Kay. C'était la première grève postale en 41 ans. Peut-être que c'est fou la grève, mais c'est en grande partie de notre faute. Notre association n'a jamais été forte. Peu d'entre nous sont déjà allés aux réunions et maintenant un petit groupe a pris le contrôle. Ce sont eux qui disent de